Monsieur Navaran, bonjour. Bonjour. Alors c'est décidé, vous êtes le candidat du Rassemblement national pour les prochaines élections municipales de mars 2020. Qu'est-ce qui prévaut à un engagement politique aussi fort quand on a 34 ans ? C'est un petit peu comme Obélix. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai commencé à militer à la fin des années 90, début des années 2000, je me suis beaucoup passionné pour mon pays, pour l'actualité de mon pays, pour ce que vivaient les gens. Et donc j'ai commencé à militer assez jeune, j'ai eu un certain nombre de responsabilités dans le parti, au Front National, maintenant au Rassemblement National. Assez naturellement, je continue cet engagement politique au service de nos concitoyens, et ici au service des Toulonnaises et des Toulonnais. Justement, quand on parle de Toulon, quel bilan tirez-vous des 6 dernières années de la mandature Falco ? Un petit peu le bilan que je dirais Potemkin, c'est-à-dire que les façades sont belles, mais quand on y regarde un petit peu, ça manque de fond, ça manque de véritable vision d'avenir. Charnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a d'abord les problèmes récurrents d'insécurité, il y a une prise de conscience très tardive du maire, qui ouvre là un poste de police municipale dans la basse ville de Toulon, après en avoir fermé un lors de son arrivée aux affaires. Mais son ouverture devrait vous satisfaire. Oui, sauf qu'encore une fois, il est tard. Pourquoi maintenant ? Pourquoi juste avant l'élection ? Et donc, si vous voulez, pour nous, c'est du temps perdu. Or, l'insécurité, ça devrait être un problème quotidien pour le maire, et pas en fin de mandat. Et puis surtout, on demande un petit peu de contrition. Quand on reconnaît par les faits s'être trompé, il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître. Quand on regarde les millions d'euros qui sont investis dans la basse ville de Toulon, on se dit à quoi bon quand on voit qu'il n'y a pas véritablement d'ambition de fond, d'ambition d'avenir. On rénove, on met des commerçants à des prix attractifs, et puis au bout d'un an, 2 ans, on change les commerçants parce que les commerçants ne peuvent pas survivre. Ils sont de bonne volonté, ils investissent, ils mettent de leur énergie, de leur argent là-dedans. Et quand on nous dit qu'il y a énormément de création d'activités dans le centre-ville de Toulon, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a une rotation des commerces qui est parfaitement insensée. Quand dans un même commerce, en 3-4 ans, eh bien, il y a 2 ou 3 activités qui s'installent, ça veut dire que les précédentes n'ont pas pu tenir. Et donc encore une fois, pour nous, ça nous apparaît être un bilan qui n'est pas satisfaisant, même s'il y a un petit peu de volonté, on veut faire, on n'est pas forcément dans l'immobilisme, mais on est dans dans la façade. Alors, en septembre, vous avez lancé un grand sondage, un peu au format réel. Vous avez demandé aux gens quelles étaient leurs préoccupations. Le premier poste, c'est dans votre parti quelque chose de récurrent, l'identité. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Parce que sur le bord de la Méditerranée, l'identité, ça nous est un peu flou. Ah, c'est pourtant quelque chose qui est très clair, l'identité sur les bords de la Méditerranée. On sait qui on est quand on est ici. On a un passé, on a une histoire, on a un patrimoine. Et cette question de l'identité, elle est prépondérante. Les gens ont besoin d'identité. C'est d'ailleurs tous les problèmes qui se lient aussi à la question de l'immigration. Qu'est-ce qui pose problème dans l'immigration massive que l'on vit aujourd'hui ? C'est la perte d'identité pour les gens. Les gens déracinés qui arrivent dans un pays où il n'y a pas les mêmes codes de valeurs, où il n'y a pas les mêmes habitudes culturelles, où il n'y a pas leur famille, où il n'y a pas, un entourage qu'ils peuvent appréhender, comprendre, eh bien c'est ce qui peut poser problème. Notre identité toulonnaise, on sait ce que c'est, je suis provençal, je suis latin, je suis français avant tout. Donc cette question de l'identité, elle est importante. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'y méprendre. Si Nicolas Sarkozy, quand il a été élu sur nos idées en 2007, avait lancé le grand débat sur l'identité nationale, c'est parce que c'est une question qui est importante pour nos concitoyens. Mais dans ce souci d'identité, vous vous opposez fermement à l'AME. Oui. Avez-vous conscience que c'est quelque chose qu'un médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate ne pourra jamais respecter ? C'est faux. Pardonnez-moi, mais si vous voulez, vous confondez, je me permets de vous le dire, l'AME avec une exigence de soins d'un médecin individuel. Ça veut dire que le médecin qui a face à lui, si vous voulez, une situation dramatique qu'il se doit de soigner, ça n'est pas l'État qui transmet le message à l'ensemble du monde que si vous venez chez nous illégalement, vous serez soigné, parce que ça incite les gens à venir chez nous en toute impunité, en sachant qu'ils pourront avoir des prestations qui ne sont pas vitales.
Bon, monsieur Navarre, moi je veux bien, mais à un moment il faut qu'on parle sérieusement. Vous croyez... Non mais pardonnez-moi, mais c'est très sérieux. Par exemple, l'immigré qui vient sur le territoire illégal et qui vient se faire soigner les dents. Non, écoutez, soyons sérieux. Non mais moi, vous pouvez pas dire aux gens que des gens traversent la Méditerranée sur des Zodiacs au risque de perdre leur vie pour avoir un sachet de Doliprane. Il arrive un moment où je peux entendre vos réticences et votre peur de l'autre, mais vous pouvez quand même pas me faire croire qu'ils vont mourir, qu'ils vont prendre le risque de mourir en Méditerranée pour venir se faire soigner les dents. Alors, il arrive un moment où il faut être crédible. Alors pardonnez-moi, mais pourquoi est-ce qu'ils passent la Méditerranée? Vraisemblablement parce que dans leur pays, ça fait sur le continent africain, il n'y a plus les moyens de vivre décemment et compte tenu de la démographie, il y a peu de chances pour que ça s'arrange dans les prochaines années. Je vois que vous avez vu, oui, bien sûr. Mais dire aujourd'hui que les gens traversent la Méditerranée au risque de perdre la vie pour se faire soigner les dents, c'est proche du ridicule, je vous le dis aussi simplement que ce que je pense. Mais monsieur, vous trahissez en fait mon propos. Je ne vous dis pas qu'ils traversent pour cela, je dis juste que le fait de faire l'AME et le fait de faire passer le message que si vous venez chez nous, vous serez soigné, c'est une incitation, c'est un appel d'air. Je ne vous dis pas que c'est l'élément déclencheur, je vous dis juste que c'est l'élément cumulatif. Bien sûr que nous pouvons parler, peut-être plus légitimement que tous les autres, des problèmes démographiques avec le continent africain. Bien sûr qu'on sait que quand on a une moyenne de 8 enfants par femme en Afrique, que quand on est dans les villages, il n'y a pas la capacité de multiplier par 8 le nombre de métiers, et donc que font les jeunes? Ils vont dans les métropoles africaines, et dans les métropoles africaines, il n'y a pas non plus la possibilité de multiplier tout par 8, ou par 7, ou par 6, et qu'à un moment, quand les métropoles sont devenues invivables, on se renseigne un peu, on a Internet, on a les messages, on a peut-être de la famille qui a déjà passé la Méditerranée. Et puis je voudrais juste dire quand même que c'est pas que le problème de l'Afrique, ce qui s'est passé en Angleterre, avec dans le camion ceux qu'on a analysés comme des clandestins et qui effectivement étaient des clandestins vietnamiens, ça n'est pas que le problème de l'Afrique. Et ça ne sont pas que des pays qui sont en situation de guerre, ou que des pays qui sont en situation de crise démographique, ou de situation économique totalement faible. Il y a un appel d'air migratoire aujourd'hui, et pardonnez-moi, mais je maintiens que l'AME est un des éléments qui fait aller vers la France. Ça n'est pas le seul. Il y a l'enseignement qui est assuré. Il y a les prestations sociales qui sont assurées, et les prestations sanitaires. Mais je crois qu'il faut rester sérieux. Moi, je ne dis pas qu'à titre personnel, et je crois que c'est un débat qu'on a déjà eu ensemble, je crois lors des élections législatives, je ne dis pas que quand je sors en bas de chez moi, que l'individu, Amaury Navarane, va fermer son cœur à la personne qui est en train de mourir au pied de la porte de son immeuble ou devant le portail de sa maison. Simplement, je dis qu'en tant que personnalité politique, je ne peux pas prendre des mesures qui permettent de faire dire et de faire entendre à un continent entier, et vous le dites vous-même, en implosion démographique, si vous venez chez nous, vous inquiétez pas, on s'occupera de tout. Et donc il y a deux choses. En matière religieuse, ça s'appelle la charité. Et bien la charité, elle s'applique personnellement. C'est un peu comme la justice. Quand Jésus vous dit il faut pardonner à son ennemi, est-ce que ça veut dire que quand un juge condamne à de la prison, il n'est pas un bon chrétien parce qu'il a condamné quelqu'un à une peine alors qu'il devrait lui pardonner? Non, la victime se doit charitablement peut-être d'essayer de pardonner, mais il y a une raison humaine qui demande une légitime sanction. Eh bien c'est pareil au niveau de la charité. On doit porter assistance personnellement, mais la charité d'État, elle n'est pas à confondre avec la charité personnelle.